La rentrée demain pour plus de 12 millions d'élèves, dont les 3/4 dans l'enseignement public. Une nouvelle année scolaire donc qui commence avec, en attendant le jour J, les derniers préparatifs. La fin de l'université d'été de l'UMP, Nicolas Sarkozy s'adresse aux jeunes, un programme de candidats qui s'appuie sur la nouvelle génération pour être l'âme du changement. Parmi les propositions retiendra un service civique de 6 mois. La pollution responsable d'insuffisances respiratoires, en particulier chez les enfants. Ils sont les victimes de l'augmentation du trafic automobile. Un congrès international qui conclut que cette fragilité se répercutera à l'âge adulte. Sur la Lune, la première sonde européenne, après 16 mois de mission, s'est écrasée comme prévu ce matin. Un impact qui sera observé à la loupe par les spécialistes. L'Europe qui s'invite sur la Lune pour la première fois. Et puis le festival du film américain à Deauville, avec la projection d'un film noir, Un crime, que présente Emmanuelle Béard, la Française qui partage l'affiche avec Hervé Kettel. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler l'actualité de ce dimanche, un détour par la Lune où l'Europe pose un pied ce matin comme prévu. La sonde Smart One s'est écrasée au bon moment et au bon endroit, permettant de mieux observer les poussières du sol lunaire autour de l'impact. La fin d'une mission scientifique de 16 mois riche déjà de plus de 20 000 clichés qui permettront d'en savoir davantage sur l'origine et l'évolution de notre satellite naturel. Explication Mallory Agnew. Une course folle à 7200 km/h pour un crash programmé, et puis cet éclair sur l'astre lunaire observé par télescope. It's officially over. Thank you. Nous venons juste d'apprendre la nouvelle de Canada-France-Hawaï de la détection du flash créé par l'impact de Smart Martin. Une première où, en temps réel, on voit un impact créé sur la Lune. À 7h42 ce matin, Smart One, la première sonde lunaire européenne, a creusé son tombeau. Un cratère de 3 à 10 mètres dans une zone sombre baptisée le lac de l'excellence, à la limite entre face visible et face cachée. Décollage. C'est la fin d'une mission de 3 ans. Lancé en 2003 par Ariane 5, ce mètre cube de technologie a atteint son lieu d'étude après un périple de 84 millions de kilomètres. Il a alors pu photographier avec une résolution inédite la surface du satellite terrestre, analyser la composition de son sol, un pas de plus dans la connaissance de l'astre. Nous pourrons dresser une carte des éléments chimiques de la Lune et ainsi mieux comprendre sa filiation avec la Terre. On pense que la Lune s'est formée il y a 4,5 milliards d'années lors d'un impact violent entre une petite planète et la Terre. Avec Smart One, les Européens ont surtout testé avec succès des équipements miniatures et ce moteur ionique alimenté par panneaux solaires. Autant de nouvelles technologies spatiales précieuses à la veille d'une ruée vers la Lune. Sondes, robots, vols habités devraient se succéder avant le retour de l'homme, prévu en 2015 par les Américains. Un dimanche riche en politique à Marseille, Nicolas Sarkozy s'adresse aux jeunes, un discours de candidat s'appuyant sur la nouvelle génération avec au programme un service civique de 6 mois. Proposition du patron de l'UMP aux jeunes entre 18 et 30 ans et qui aura un caractère d'intérêt général. À Marseille, Mickaël Darmon, Mathieu Birden. Et en ouverture, la guest star Johnny Hallyday. Une fois n'est pas coutume, il ne monte pas sur scène mais rejoint les politiques au premier plan. Puis dans une scénographie réglée au millimètre, c'est au tour de la vedette de l'UMP de faire son entrée. Passage en revue des amis, des soutiens, des ralliés sur une chanson de Johnny. De l'autre côté, Cécilia, son épouse, l'attend et d'emblée, il s'inspire des paroles de son chanteur fétiche. Je veux vous redonner ce qu'on vous a fait perdre de plus précieux, cher Johnny, l'envie d'avoir envie. Dans son discours, il expose sa vision d'une société à la fois libérale et sociale et lance un appel à la jeunesse de France qu'il doit conquérir. La France, c'est votre pays, c'est votre nation, c'est votre patrie, et vous n'en avez pas d'autre, même si vos parents ou vos grands-parents sont venus d'ailleurs. Vous êtes Français à part entière. Haïr la France, c'est se haïr soi-même. Un an après les émeutes dans les banlieues, il se fait encore plus précis. Battez-vous pour construire et non pas pour détruire. On ne change pas le monde en brûlant la voiture du voisin. On ne change pas le monde en renversant la table. On ne change pas le monde en insultant le professeur ou la personne âgée dans la rue. On change le monde en construisant, en se mobilisant, en étant des bâtisseurs, pas des destructeurs. La France est votre bien commun. Ne demandez pas à la France d'expier ses fautes.
Ne demandez pas aux enfants de se repentir des fautes des pères. À Marseille, ville de la France multiple, Nicolas Sarkozy a voulu se montrer éloigné des rivalités et des querelles politiques en endossant le costume du candidat à l'élection présidentielle. Pour lui, la campagne de 2007 commence aujourd'hui. Ségolène Royal était en Lozère et a ironisé sur la présence de vedettes comme Johnny Hallyday ou Doc Gynéco à l'université d'été de l'UMP. Aujourd'hui, ma vedette à moi, c'est vous, a-t-elle lancé à l'assistance, car il est temps de remettre le peuple français au cœur de notre projet. Fin de citation. La fin de l'université d'été du Front National avec le discours de Jean-Marie Le Pen devant ses militants. Coup de griffe à gauche et à droite. Jean-Marie Le Pen veut réunir autour de lui les mécontents et se voit au second tour de la présidentielle. Arnaud Boutet, Chloé Lecomte. L'arrivée ressemble presque à un film. Vitres fumées, escorte de gardiens. Dans la poussière de Camargue, un millier de sympathisants répètent les mêmes paroles de soutien. Cette aire du Sud constitue l'un de ses fiefs électoraux. Il y a pour tous Le Pen le candidat et pour certains Jean-Marie, véritable messie. J'ai 3 petits-enfants. Je veux qu'ils restent français. Ça fait 50 ans que je suis d'Algérie. Il veut nous aider en Algérie. Jusqu'à mon dernier souffle, c'est Jean-Marie Le Pen. Dans mon cercueil, je crierai Jean-Marie Le Pen. Pour 2007, beaucoup lancent déjà un appel de détresse. Il n'y a que lui qui peut aider les pauvres, gens, aider les familles qui sont en difficulté. À 78 ans, il veut montrer qu'il n'est pas trop vieux pour le combat. J'ai vu qu'il y avait un plombier anglais là qui s'était mis à la retraite à 97 ans, mais il n'a pas pu tenir, il a repris le boulot. Les jeunes sont là aussi, ils sont pas tous chez Sarko. Première pique pour son rival. Quelques heures plus tard, il remet ça. Jean-Marie Le Pen attaque le discours de rupture de Nicolas Sarkozy et lui délivre un conseil ironique et brutal. Alors écoutez, monsieur, dans la situation où vous êtes, il y a 2 solutions. Si vous êtes vraiment radical, vous devez vous tirer une balle dans la tête. Et si vous êtes croyant, vous devez revêtir la bure et vous retirer dans une abbaye pour prier longuement sur les péchés que vous n'avez cessé de commettre. Jean-Marie Le Pen se voit déjà au second tour, mais peine à constituer ce qu'il nomme l'union patriotique, car seul Bruno Maigret accepte de le rejoindre pour la présidentielle. Sur le chemin de la rentrée, ils seront demain lundi près de 12,5 millions d'élèves, toutes classes confondues, à retrouver les bancs de l'école. D'abord, les grandes lignes de cette rentrée 2006 avec au tableau Daniel Wolfram. Sont attendus en 2006 plus de 12 millions d'élèves, de la maternelle aux classes prépa pour le primaire. Ils seront plus de 6 600 000, soit une petite augmentation de 0,6%. Au collège, plus de 3 200 000 élèves et toujours cette petite baisse de 1,3% en répercussion du déficit des naissances noté il y a 7 ans. Au lycée, 1 500 000 élèves environ, pour moitié dans l'enseignement professionnel. Eux, ce sont des chiffres stables. Et tout ce petit monde sera encadré par 1 313 000 adultes, dont 884 000 enseignants, le tout dans 67 581 établissements exactement. Enfin, le budget consenti par la nation à l'éducation s'établit à 87,2 milliards, toujours en hausse, preuve s'il en est qu'il reste en tête des dépenses du pays. Un dimanche où l'on ressort les cartables, parfois avec impatience, souvent avec un brin de nostalgie. Les vacances sont déjà derrière, même si on en a profité jusqu'au bout, à l'exemple de cette famille qui aborde avec sérénité le retour dans les préaux. François-Julien Piednoir, Caroline Librecht. Aujourd'hui, interdiction de bouger. Car demain, c'est la rentrée. Non, au contraire, dans cette famille, on joue jusqu'au dernier moment. On se retrouve entre copains, copines, entre cousins et cousines, et c'est le dernier jour des vacances, donc c'est génial pour tout le monde. Et comme ça, on décompresse avant la rentrée. Dans chaque famille, c'est donc le dernier dimanche, le dernier apéro, le dernier jour de vacances. Mais pas chez les Bergman. Dernier dimanche sûrement pas, dernier apéro non plus, le week-end on continuera. Là les enfants on leur a fait profiter jusqu'au bout des vacances, ça veut dire que la première semaine va être sûrement un petit peu plus difficile, il va falloir se coucher vraiment à l'heure. C'est la rentrée pour vous aussi alors? C'est la rentrée un peu pour nous aussi quand même. Les filles,
Vos affaires sont prêtes? Oui. Le cartable de Thelma est déjà prêt. Trousse, cahier de texte, petits chaussons pointure 29 pour la gym et même le cahier de vacances en souvenir. Il n'a pourtant pas beaucoup servi. Mais j'ai pas travaillé avec. T'as pas travaillé pendant les vacances? Alors, toi, les baskets flammes. Louison a déjà choisi sa tenue de rentrée en 6e, car dans la cour, Et pantalon blanc. c'est le défilé le Ça premier ira. jour. N'oubliez pas les culottes. Déjà, on se regarde pour savoir un peu à qui on a affaire. Et puis, c'est vrai qu'on a envie de faire bonne impression le premier jour. On a envie d'être plus jolie et tout ça. On prépare les affaires. Elles ont envie que tout soit parfait. Mais il n'y a pas de stress à l'idée de. Voilà. Il y a la famille, les cousins, les copains, jusqu'à la fin. Et après, jusqu'à ce soir. 1, 2, 3, 4. Ton père et ta mère. En attendant la rentrée, rien de tel qu'un dernier bœuf entre copains pour reprendre le rythme de l'école. En Russie, la rentrée scolaire garde un goût de tragédie. C'était il y a 2 ans à Beslan. L'effroyable prise d'otages dans l'école de la ville. 332 morts, dont 186 enfants. Et les familles des victimes qui continuent de réclamer la vérité et se tournent vers Moscou, où une manifestation a été dispersée violemment cet après-midi. Sur place, Anne Ponsinet. À 13h05, ils ont lâché 333 ballons. En mémoire des 333 victimes de la prise d'otage de Beslan, dont le sanglant dénouement débuta il y a 2 ans exactement, à 13h05. Les murs noircis du gymnase de l'école numéro 1 sont restés en l'état, scène de crime devenue lieu de mémoire brute. La vie avance. Les jours s'envolent. 2 années ont passé depuis ce mois de septembre. Et chaque jour de plus est comme une goutte de plomb qui vient peser sur mon épaule et sur mon cœur. Le 3 septembre 2004, à l'école de Beslan, après 52 heures d'une détention particulièrement inhumaine, où les 30 terroristes laissent 1200 personnes, dont une majorité d'enfants sans eau ni nourriture, une explosion provoque l'intervention des forces de l'ordre. Les victimes meurent au cours des échanges de tirs ou dans l'incendie qui suit. 2 ans ont passé, le seul terroriste survivant a été jugé sous la surveillance permanente d'un groupe de mères de victimes. Mais ni le temps, ni le procès n'ont réussi à dissiper les doutes sur les responsabilités des forces de l'ordre, accusées d'avoir mal géré la crise. 10 militaires sont morts au cours de l'intervention. Un monument vient de leur être érigé à Beslan. Mais le déroulement de la tragédie reste un sujet de polémique en Russie. Cet après-midi, des militants de partis d'opposition et d'organisations de défense des droits de l'homme manifestaient pour demander la vérité sur Beslan. Leur rassemblement, non autorisé, a été rapidement dispersé. Entre médecine et environnement, cette étude sur la pollution de l'air et les insuffisances respiratoires. D'un côté, la qualité de l'air tend à s'améliorer, mais de l'autre, la circulation automobile reste un point noir et ce sont les enfants qui sont les plus touchés, une déficience qui les encombrera à l'âge adulte. Florence Mavic, Rémi Poissonnier. Je vais souffler dans une sorte de tuba. Pierre-Jean n'est pas musicien en herbe, il n'arrive pas au conservatoire mais à l'hôpital. Pour mesurer la capacité respiratoire. Pierre-Jean, c'est un petit citadin qui grandit au milieu des voitures et des trains. La pollution urbaine lui gâche un peu la vie. Ça me fait tousser et mal au ventre. Près d'1 million de petits Français seraient asthmatiques, 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Pour les médecins, la circulation automobile y est pour quelque chose. On a montré que les enfants qui étaient exposés à la pollution d'origine automobile avant l'âge de 3 ans pouvaient constituer un asthme nouveau, alors qu'ils n'étaient absolument pas prédisposés, ni au plan de la famille, ni personnellement, à développer cet asthme. Dans les villes souvent engorgées par un fort trafic, les poussettes sont à hauteur des pots d'échappement. Et ce qui en sort n'est pas un cadeau pour des petits poumons encore immatures. Voici sous l'œil d'un microscope ce que nous respirons, de fines particules invisibles inférieures à 2 microns et demi. Ce sont les plus dangereuses car elles peuvent envahir l'appareil respiratoire. Ces particules sont également rejetées par l'industrie ou les bâtiments, mais c'est dans les transports qu'elles posent le plus de problèmes. Nous sommes dans un garage un peu spécial. À l'Institut français du pétrole, on analyse les rejets des véhicules diesel.
Ceux-ci émettent davantage de microparticules que les véhicules à essence. Ce n'est pourtant pas une fatalité. Avec l'arrivée et la généralisation du filtre à particules dans les prochaines années, on peut dire que les émissions à l'échappement des véhicules diesel neufs seront quasiment nulles. Le problème, c'est que notre parc automobile de diesel a quelques rides. Impossible d'équiper actuellement les vieux moteurs avec ces filtres. Nous continuerons à respirer ces polluants, selon les médecins, pendant une quinzaine d'années, le temps nécessaire pour que les anciens modèles diesel finissent à la casse. La Fronde des chirurgiens libéraux qui, depuis vendredi, ont décidé d'appliquer des dépassements d'honoraires sauvages. Ils demandent la revalorisation des actes chirurgicaux depuis 2004 et le ton monte entre les praticiens qui veulent des compléments d'honoraires et l'assurance maladie. La CNAM parle désormais de sanctions. Christelle Marty, Antonin Boutard. Jérôme Manusseau est chirurgien de secteur 1, c'est-à-dire qu'il applique les tarifs fixés par la sécurité sociale. Mais depuis le 1er septembre, il a décidé d'augmenter ses honoraires de 25%, un acte illégal qu'il juge, lui, légitime. Les rémunérations ne sont absolument pas en rapport avec l'importance du travail que nous fournissons. Avoir en moyenne 50 € par heure lorsque vous faites des actes chirurgicaux majeurs qui mettent en jeu la vie de vos patients, est quelque chose qui est inacceptable. Depuis le 1er septembre, certains syndicats de chirurgiens, d'anesthésistes et d'obstétriciens appellent à ces dépassements d'honoraires sauvages. En cause, des promesses du gouvernement qui, selon eux, n'auraient pas été respectées. Nous nous sommes retrouvés dans des situations incroyables où les tarifs n'avaient pas évolué depuis plus de 15 ans. Et donc cette revalorisation était absolument nécessaire en août 2004. Je rappelle, elle n'est toujours pas appliquée. Une prise de position des chirurgiens qui provoque un tollé dans le monde de la santé. L'assurance maladie, la mutualité française, dénonce aujourd'hui ces pratiques. Les chirurgiens, notamment de secteur 1, ont bénéficié de fortes augmentations de leurs actes depuis 2 ans. Et par ailleurs, depuis cet été, vont bénéficier d'une prise en charge de leur prime de responsabilité civile. Donc c'est une idée qui me paraît difficile à comprendre. L'assurance maladie menace de sanctions les chirurgiens qui effectueraient ces dépassements. Quant aux patients, ils sont appelés à ne pas payer ces compléments qui ne seront pas remboursés par les mutuelles. Y aura-t-il un accord entre les restaurateurs, les hôteliers et le patronat? La question est essentielle car l'affaire concerne 800 000 salariés du secteur et l'enjeu est de savoir si les employeurs devront rembourser rétroactivement 18 mois d'heures supplémentaires. C'est cette semaine que doit se tenir une réunion cruciale. Séverine Lebrun, Éric Delagneau. Le rythme est effréné. L'équipe a plus de 50 couverts à servir le plus vite possible et tous les jours, ça recommence. Beaucoup d'heures, le week-end, je suis fatiguée, je ne sens pas beaucoup. Moi, ça ne me dérange pas de faire 43 heures par semaine, voire même 50 heures par semaine. Mais bon, à la fin du mois, mon compte en banque, il est content. Dans la restauration, on est toujours aux 39 heures, mais peut-être plus pour très longtemps. J'en ai pour 57 €, pourquoi j'ai 41? Le Conseil d'État, saisi par la CFDT, pourrait juger l'accord sur le temps de travail illégal. Si c'est le cas, pour la patronne, ce serait une très mauvaise nouvelle. 35 heures, oui, d'accord. Il faut payer des heures sup. D'accord, et bien s'il faut payer des heures sup, on va licencier du personnel afin de pouvoir payer ces heures supplémentaires. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans la majeure partie des maisons. Les restaurateurs seraient en plus obligés de rembourser 18 mois d'heures supplémentaires à leurs salariés, de quoi couler quelques maisons un peu fragiles. Mais pour ce syndicaliste, à l'origine de l'affaire, ce qui compte, c'est que les salariés soient payés à leur juste valeur. On travaille tous les jours fériés, on travaille tous les week-ends, on travaille tous les soirs, pendant que les autres s'amusent, eux vont aller au boulot. Donc il faut bien compenser quand même ces conditions de travail difficiles, d'accord ? Mais que le choix se fasse aux salariés ou de récupérer en temps ou de le récupérer en monnaie trébuchante. Mercredi, syndicats et patronats de l'hôtellerie-restauration tenteront de trouver un compromis pour éviter le pire. Le sort de 180 000 établissements est entre leurs mains. À La Haye-les-Roses, on essaie de tourner la page un an après ce tragique incendie dans une tour de 18 étages provoqué par 4 adolescentes qui avaient volontairement mis le feu à une boîte aux lettres. S'en est suivi le drame que l'on connaît, 18 morts dont plusieurs enfants. Aujourd'hui, dans le quartier, plus de traces visibles, mais le souvenir est encore là. Voyons comment vivent les habitants et où on en est l'enquête. Franck Genozo, Grégory Vasseur.
l'allée du stade a retrouvé toute sa quiétude. Un an après, la tour numéro 2 ne porte aucune séquelle de l'incendie qui a tué 18 personnes dans la nuit du 3 au 4 septembre 2005. Cette nuit-là, le feu prend dans le hall d'entrée en lambris. Une fumée épaisse envahit alors les escaliers. 18 personnes meurent asphyxiées en cherchant à quitter l'immeuble. Il y en a qui voulaient sauter, il y avait les policiers qui étaient là qui criaient « Sautez pas, sautez pas !» Quelques heures plus tard, les enquêteurs découvriront que ce sont 4 jeunes filles du quartier qui ont mis le feu à une boîte aux lettres pour se venger d'une rivale. Fermé pendant 4 mois, le bâtiment a été entièrement rénové. Boîte aux lettres en métal, consignes de sécurité, tout a été fait pour éviter un nouveau drame. Donc il y avait un problème de porte-coupe-feu, qui sont ces portes qui n'ont pas fonctionné correctement à l'époque. Toutes ces portes coupe-feu ont été changées. 118 familles vivaient ici il y a un an. 70 ont souhaité partir pour tourner la page. D'autres ont tenu à rester, comme Kadi Joséphine Koudiaby, qui a juste voulu changer d'étage. Elle vivait au 15e, où 8 de ses voisins sont morts. C'est pour essayer d'oublier que c'est vrai, c'est pas évident avec ce qui s'est passé ici. C'était très dur. Un an après, l'enquête sur l'incendie n'est toujours pas bouclée. Pour l'heure, le bailleur n'est pas inquiété. Les 4 jeunes filles mises en examen pour destruction volontaire ayant entraîné la mort ont été remises en liberté il y a quelques mois. Selon leurs avocats, toutes ont du mal à vivre avec le drame. Jamais Tania n'a voulu, bien entendu, ni même pensé une seule seconde que le feu qu'elle avait mis à cette boîte aux lettres avec ses copines n'aurait eu des conséquences qui sont celles que l'on connaît. Demain, les habitants du quartier doivent se réunir en fin d'après-midi afin d'honorer la mémoire des 18 personnes disparues. À Paris, le parvis de Notre-Dame s'appelle désormais place Jean-Paul II. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de Bertrand Delanoë, le maire de la capitale, et l'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII. Cérémonie encadrée par une sérieuse surveillance policière. En effet, cette décision était loin de faire l'unanimité, comme vous le voyez. Les Verts et l'association ACT UP avaient appelé à manifester. Ils y étaient fortement opposés, considérant que Jean-Paul II et l'Église catholique n'avaient pas reconnu leurs erreurs sur la question du sida et du port du préservatif. C'est de Toulon que quelques 200 militaires ont embarqué pour rejoindre le Liban. Le transport de chalands de débarquement devrait quitter la France demain. Ce premier détachement arrivera à la première quinzaine de septembre. Les 700 autres soldats qui composent le premier bataillon français seront envoyés au Liban pour renforcer la finule d'ici la mi-septembre, avec notamment 13 chars Leclerc et de l'artillerie lourde. À l'étranger, le secrétaire général de l'ONU rencontrait ce matin le président iranien Ahmadinejad. L'Iran refuse de suspendre son enrichissement d'uranium avant toute négociation sur son programme nucléaire. C'est une condition posée par Téhéran qui se dit prêt à trouver une solution à la crise. C'est ce qu'a déclaré Kofi Annan devant les journalistes. L'envolée du cours des métaux à la bourse fait le bonheur inattendu de l'Église française. La cathédrale de Metz vient en effet de vendre cher ses stocks de bronze conservés depuis des décennies dans ses sous-sols. Un trésor de guerre de l'armée allemande qui servira à la réfection de l'édifice. Yvan Martinet, Antje Stahlschmidt. Ces croyants ne l'auraient sans doute jamais imaginé. Des décennies de messes célébrées et sous leurs pieds, un trésor. 1902, l'évêché de Metz, alors allemand, entend orner sa cathédrale de portes en bronze. Il en acquiert 20 tonnes. Mais la Grande Guerre approche, l'armée allemande réquisitionne le précieux métal. Elle le transforme en artillerie. 1948, l'évêché lorrain, redevenu français, demande réparation. L'œuvre de la cathédrale, après ce conflit mondial, a demandé la restitution de ce bronze et on nous l'a rendu sous forme de fûts de canon que vous avez là sous les yeux. En tout cas une partie, puisque la plus grosse partie maintenant a disparu. Disparu, ou plutôt vendu. Dans la pénombre des soubassements, jeudi, en toute discrétion, les canons sont transportés vers un lieu tenu secret. L'évêché récupère ainsi 70 000 €, de quoi financer une partie des travaux de la cathédrale Saint-Étienne. Quelques canons conservés seront eux transformés pour devenir cet hôtel. Je crois que c'est d'abord un message de paix, c'est certain, et aussi un message de réconciliation entre les nations, et surtout en particulier avec nos voisins allemands. Des canons ainsi canonisés, si l'on peut dire, côté fidèle, l'idée n'a rien pour déplaire. Au moins ça a été revisité, remanié et voilà à quoi servent des armes et c'est merveilleux. Oui, c'est une bonne chose de réinvestir dans des monuments comme ça, c'est une merveille.
Manquent encore 30 000 € à l'évêché pour boucler les travaux. Alors 300 kilos de bronze seront cette fois fondus en médailles et vendus aux âmes charitables. Demain s'annonce comme un grand jour chez Airbus. 7 heures de vol à bord du plus gros avion de ligne du monde et à bord 500 salariés volontaires. Embarcation immédiate sur l'A380 pour ces vrais faux passagers qui ont été tirés au sort. Patrice Pellet. Pour ce vol historique, Airbus a choisi de faire monter à bord de l'A380 des employés maison, des volontaires. Mais devant l'afflux des demandes, plusieurs milliers, il a fallu trouver une solution. Le tirage au sort. 474 chanceux ont donc reçu le hockey pour s'asseoir ici dans ces sièges, dans la plus grande cabine du monde. Ce sont des vols de durée variable entre 7 heures et 15 heures de vol, donc vraiment des vols typiquement long courrier, qui sont en fait des boucles de Toulouse à Toulouse, avec une grande boucle au-dessus de l'Europe. Ce sont des tests d'endurance. Ce sont des tests d'endurance pour détecter les derniers petits bugs que l'on aurait éventuellement dans les systèmes cabines. Équipage compris, 510 personnes en tout vont avoir le loisir de tester le matériel, la qualité des sièges, la luminosité des écrans vidéo, jusqu'au fonctionnement des toilettes. On va aussi vérifier si la distribution des plateaux repas se fait bien. Peut-on vivre à bord de l'A380? Réponse après le vol. On a décidé d'ajouter des vols avec des vrais passagers qui vont pouvoir donner leurs commentaires humains à la qualité de la cabine, de l'air qui respire, de la manière dont les repas sont servis, est-ce qu'ils sont gênés par telle ou telle chose. Lentement, l'A380 quitte maintenant la technique pure, celle qui l'a conduit dans le Grand Nord canadien, par moins 30 degrés. Terminés aussi les essais grand chaud au Moyen-Orient, avec des températures extrêmes, presque 50 degrés à l'instant du décollage. Aujourd'hui, pour Airbus, c'est l'heure de terminer le premier avion. La peinture est faite, l'aménagement intérieur est presque terminé. Ce premier avion, c'est celui de Singapore Airlines. Il sera livré à la fin de l'année. Le début des vendanges mardi prochain dans le Beaujolais, plusieurs milliers de domaines sont concernés. Une récolte exclusivement manuelle qui s'annonce de belle qualité, gorgée du soleil des mois de juin et juillet. Et dans les vignes, près de 50 000 saisonniers. Reportage Stéphanie Labrousse à Lancier dans le Rhône. Ils se sont mis au travail dès le lever du soleil. 2 jours d'avance par rapport au début officiel des vendanges, mais nous sommes ici sur des terres réputées précoces. Des terres où le raisin a atteint sa pleine maturité au terme d'un été bienveillant. Un mois et demi d'ensoleillement à une moyenne de 28-30 degrés, c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est l'idéal pour la vigne. Bon, c'est vrai qu'un mois d'août, pas si bon, c'est général, mais il nous fallait de l'eau. De l'eau à point nommé et à présent 35 hectares de gamay à récolter sous le soleil. Une vendange entièrement manuelle à laquelle participent 45 saisonniers. Pour les porteurs, 60 kilos sur le dos quand la hotte est pleine. L'exercice, vous l'aurez compris, est physique. Je vais avoir mal au dos ce soir, mais ça va aller. On m'a dit que c'était les 3 premiers jours. Et à la fin des 15 jours? À la fin des 15 jours, on verra si j'arrive encore à marcher. 8,27 € brut de l'heure pour ces coupeurs en plein effort. Sans oublier la bonne humeur. La plupart des vendangeurs sont des Polonais et des habitués, salariés dans leur pays. Ils ont posé 2 semaines de congé. Première chose, c'était l'argent. Parce que nous, ici, on gagne par exemple par jour 3-4 fois plus comme à Pologne. Partout, on s'affaire. Les grappes sont immédiatement mises en cuve, l'occasion de goûter le tout premier jus. Il en sera ainsi chaque jour de la fermentation et de la vinification. C'est sucré, c'est bien. Un bon produit à travailler, je pense, pour un minimum de sucre, ce sera bien. De quoi donner le moral autour d'un bon verre. De toute évidence, la campagne 2006 semble bien partie. Allez, courage, encore 15 jours de récolte intense. L'actualité sportive après 6 finales perdues. L'Espagne a enfin décroché son premier titre international, devenant champion du monde de basket au Japon grâce à un succès éclatant sur une équipe de Grèce méconnaissable. Le score 70-47. Quant à la France, elle termine 5e de ces mondiaux. Du tennis avec sur le court la jeune Française Aravan Rezaei qui crée la surprise à l'US Open. À 19 ans, la joueuse d'origine iranienne atteint pour la première fois de sa carrière les 8e de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Une superbe performance pour celle qui était classée 96e mondiale. Portrait d'une sportive qui porte les espoirs de toute sa famille. Julien Benedetto, Arnaud Romera.
même le chauvin public new-yorkais s'intéresse à elle. Telle une star qu'elle rêve de devenir un jour, Aravan Rezaï goûte une notoriété naissante. Cette jeune Française d'origine iranienne fait à l'US Open un parcours aussi fracassant que ses frappes de balle. La voilà en 8e de finale après avoir éliminé 2 têtes de série. La France du tennis découvre le jeu tout en puissance de Rezaï à Roland-Garros cette année. Sortie des qualifications, elle se hisse au 3e tour sans cacher une ambition débordante. Être le numéro 1 mondial, bien sûr, mais bon, il y a encore beaucoup de chemin et beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné un set gratuit, après tu commences le match. Non, moi, je suis pas content. Depuis son plus jeune âge, Aravan Rezaï est entraîné par son père. Mais Arsalan n'a pas pu faire le voyage à New York à cause de son passeport iranien. L'absence du papa coach ne modifie pas le mode de fonctionnement des Rezaï. Comme ici à Roland-Garros, Arsalan ne regarde jamais les matchs de sa fille. J'aimerais bien regarder un jour, mais c'est très difficile pour moi. Puisque je veux qu'elle réussisse, alors je parte. Pour elle, je fais tout. Citoyenne française mais iranienne de sang, Aravan aime faire le voyage sur la terre de ses racines à Téhéran. C'est là-bas qu'elle a remporté l'année dernière les Jeux mondiaux de la femme islamique. Mixité interdite, foulard obligatoire. En Iran, Arsalan brave la loi islamique pour entraîner sa fille à la dure. J'espère qu'en venant ici, j'apprendrai aux autres filles iraniennes et autres pays musulmans que même si on est couverte par un voile, on peut quand même faire du sport. La famille Rezaï fonctionne en marge de tout système. Aucun contrat avec des équipementiers, pas d'aide non plus de la Fédération française, en bisbille avec le papa. Grâce aux 72 000 € déjà gagnés à l'US Open, Aravan et son père vont peut-être abandonner le camping-car qui leur sert de toit pendant les tournois. Ce camping-car qui valut un jour à la jeune femme le surnom de Caravan Rezaï. Et puis tennis toujours avec à l'instant la défaite d'André Agassi qui a perdu au 3e tour de l'US Open face à Benjamin Becker. C'est donc la fin de la carrière d'André Agassi. Voici donc cette image, une image sans doute qui restera historique sur un parcours extraordinaire, celui d'André Agassi qui a donc terminé sa carrière sur ce dernier match. Voici donc l'image et l'ovation du public et les larmes d'André Agassi. Une nouvelle discipline de glisse venue du Pacifique déferle doucement en France, le paddleboard, une planche à mi-chemin entre le surf et le kayak sur laquelle on rame à la seule force des bras. Initialement utilisée par les sauveteurs en mer, c'est désormais un vrai sport. La plus longue course du monde était organisée ce week-end entre Saint-Sébastien et Cap-Breton. Jenny Briffa, Sébastien Ondelat. Dans la baie de Saint-Sébastien, encore endormis, ces rameurs de l'extrême s'apprêtent à se jeter à l'eau. Ils n'auront pas trop d'une journée pour rallier Cap-Breton. Dans 10 minutes, il faut que ça parte. 10 minutes. Parmi la soixantaine de participants, une équipe de novices, Sébastien, Bruno et Christophe, 3 amis maîtres nageurs. Nous, on travaille en piscine. Déjà, rien que de sentir l'air marin, ça nous fait du bien. Ça va nous faire du bien. 7h30, c'est parti pour 63 km de course. Vas-y, allez, rame. Sans pagaie ni gants, notre équipage espère rejoindre Cap-Breton en 10 heures en se relayant toutes les 15 minutes. Là, ça va. C'est le premier relais, franchement. Je l'apprécie, c'est un régal. Vraiment, c'est un régal. Au bout de 5 relais, on en reparlera. Ces planches, c'est leur outil de travail. Grâce à elles, sur les plages, ils sauvent des baigneurs. On met une personne, une victime dessus. Et on va tourner la planche et essayer de rentrer avec une vague. Mais ramer sur longue distance, c'est une discipline sportive à part entière. Bon, c'est bien Bruno, là, on rentre, on est arrivé en France, là. Et à mi-course, plus de 10 km les séparent du premier, un Australien. On commence tous très jeunes en Australie. Dès 5 ans, j'étais inscrit dans un club de sauvetage pour apprendre à ramer et à sauver les gens. En Australie, ils sont plus de 100 000 inscrits dans ce type de club. En France, la discipline commence à peine à se faire connaître. Nous, on n'est pas forcément des spécialistes du paddleboard. Bon, on s'est mesuré, je crois qu'on a été un petit peu au bout de ce qu'on avait dans le ventre.
Après 10h45, c'est enfin l'arrivée pour notre équipe. À ça, ils auront ramé pour atteindre Cap-Breton. Le Festival de Deauville a ouvert ses portes ce week-end. Depuis 32 ans, il accueille le gratin du cinéma américain, Oliver Stone, Meryl Streep ou encore Brian De Palma. L'un des événements, aujourd'hui, c'est la projection, en ce moment même, du film Un crime, un long métrage tourné à New York avec Emmanuel Béard et Hervé Kettel. Pascal Deschamps, Vincent Bouffartigue. Un tapis rouge, des belles de nuit, une nuée de photographes et le défilé des people. Le Festival de Deauville continue à battre une mayonnaise aux ingrédients subtils entre Star System et films d'auteur. En 32 ans, ils sont tous venus. Un âge d'or qu'il faut croire éternel face à la concurrence d'un festival de Venise qui débauche de plus en plus les stars américaines. Les gens de Romorantin se contrefoutent de ce qui se passe en Italie et ils ont raison. Et je pense que les Italiens, c'est la même chose pour nous. Donc, il n'y a aucun problème à ce que des films qui soient passés là-bas avant nous, puisque ça fait partie de leur règlement, viennent ensuite ici. Et donc, surtout s'ils viennent avec les vedettes. À Deauville, l'Amérique se donne en spectacle. Côté jardin, c'est l'Amérique des Harley-Davidson et des big bands conviés pour animer les planches. Côté court, sur les écrans, c'est un autre visage, celui des marginaux délaissés pour compte, comme dans Un crime, tourné à New York avec Harvey Keitel et Emmanuel Béard. Une histoire d'amour tragique, tournée de nuit, à l'arrache, par un Français, Manuel Pradal, loin du luxe d'Hollywood, que l'actrice avait connu sur Mission Impossible. Je le dis, je le répète, je préfère la caravane pourrie, le film de Pradal et jouer avec Kettel que cette sublime caravane et un film où on ne sait plus très bien qui est le metteur en scène, si c'est le producteur, l'acteur ou le metteur en scène. If trashy is what you're after, I can provide that. I like what gives and gives back. That's what the boomerang's about. Et tout d'un coup, on se retrouvait sur les toits de Brooklyn ou dans des endroits crades, dans des endroits où ça sent la sueur, où ça sent quelque chose de dangereux, quelque chose et qui est à l'image du film. À côté des poids lourds du week-end, comme le Dahlia Noir ou World Trade Center, Un crime est sans contexte et sans complexe, la jolie surprise de ce début de festival. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, Colcaise. Excellente fin de soirée sur France 2.